J'ai eu il y a quelques années l'occasion d'étudier l'ouverture des SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, aux personnes handicapées. C'était suite au décret du 25 juin 2004. Et jusqu'à présent, les SIAD intervenaient uniquement auprès des personnes âgées, sous-entendu de plus de 60 ans. Et j'ai retrouvé dans la problématique des malades jeunes d'Alzheimer pas mal des questions qui s'étaient posées au service, au SIAD, lors de cette ouverture auprès des personnes handicapées, par rapport à, d'une part, une forme d'injonction, qu'elle soit réglementaire pour les personnes handicapées ou bien morale par rapport aux personnes malades jeunes d'Alzheimer, et puis aussi par rapport à toutes les représentations ou les appréhensions que les professionnels ou les services pouvaient avoir auprès de ce public ou de cette catégorie. Alors quand on écoute attentivement les professionnels du maintien à domicile, par rapport à cette question, leur première interrogation concerne l'existence d'une spécificité de la prise en charge de ce public. Tout du moins, c'est la catégorie même de malades jeunes qui les interroge. Ensuite, en continuant un petit peu à creuser avec eux les questions, on arrive vite à l'idée que cette problématique des malades jeunes leur permet de poser des questions, de réinterroger leurs propres pratiques, la manière dont ils conçoivent les prises en charge. Et finalement, c'est sur un aspect plus réflexif que s'accompagne la réflexion sur ces malades jeunes. Alors, moi, mon propos n'est pas très construit dans la mesure où je suis en train d'élaborer les résultats d'une enquête. Donc je vais vous présenter actuellement là où j'en suis. Il s'agit d'un travail de recherche qui répond à un appel d'offres de la MIR concernant, la MIR c'est la mission recherche, et de l'adresse concernant la qualité de l'aide à domicile. Je fais partie d'une équipe de sociologues où on a répondu donc à cet appel d'offres et j'ai été chargé de mener une enquête de terrain ici dans la région auprès d'une association d'aide à domicile qui a développé également un service d'accueil de jour, une équipe spécialisée Alzheimer, donc une des mesures du plan Alzheimer, et puis qui est en train d'acquérir une compétence et une spécialisation assez forte sur la maladie d'Alzheimer et la prise en charge à domicile des malades d'Alzheimer. Alors, par rapport à ça, moi, la méthodologie que j'ai employée au cours de cette enquête, c'est la réalisation d'études de cas, où ce qui m'intéressait, le projet, c'était de faire une espèce de cartographie assez complète de l'ensemble des intervenants ou personnes impliquées dans la prise en charge d'une personne malade à domicile. Avec ce qu'on recherchait, c'était la notion d'épreuve. On voulait voir, à partir du moment où se pose un problème du quotidien, comment la décision va se prendre, entre qui intervient pour prendre la décision, comment la communication, la parole circule au moment de prendre une décision. Donc j'ai procédé essentiellement par des entretiens avec les personnes, souvent les conjoints ou les enfants, les personnes qui vivent avec la personne malade, puisque bien souvent les personnes malades n'étaient pas en mesure d'avoir un discours ou de répondre à des questions. Et puis après, avec l'ensemble des intervenants professionnels, j'ai également réalisé des observations au domicile en accompagnant certains intervenants comme des aides à domicile ou des aides-soignantes. Je vais vous présenter aujourd'hui les premiers résultats qui sont encore en cours d'élaboration d'une étude de cas qui est celle de Madame Lepadellec. Alors Madame Lepadellec, elle rentre entre guillemets dans cette catégorie malade jeune puisqu'elle a 61 ans. Aujourd'hui, sa maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée lorsqu'elle avait 54 ans. Depuis un an, elle séjourne à l'accueil de jour de l'association. Alors, ce qui rappelle, je vous l'expliquais en premier lieu, ce qui rappelle un peu la problématique de l'ouverture des SIAD auprès des personnes handicapées, c'est d'abord pour les services le régime dérogatoire que représente la prise en charge des malades jeunes, puisqu'à l'accueil de jour, c'est sous-entendu que ce sont des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc prendre des personnes de moins de 60 ans nécessite d'une part de faire une demande de dérogation auprès des autorités sanitaires.
Et pourtant, ce critère d'âge qui forme la catégorie est assez peu pertinent pour les professionnels. Ça a déjà été largement soulevé aujourd'hui. Parce que, par exemple, Madame Lepadelec, elle est dans un état très avancé de la maladie d'Alzheimer. Elle n'a que 61 ans, elle est quasiment mutique, elle est très dépendante. Alors que, par exemple, un autre monsieur qui fréquente cet accueil de jour, qui a 78 ans, est lui très dynamique, participe activement au groupe. Alors, le critère pour l'accueil de jour, c'est plutôt cette capacité des personnes à s'intégrer et à participer au groupe. Et pour eux, plutôt que de malades jeunes, ils parlent plutôt de personnes qui sont en début de maladie. Ça a été évoqué aussi en stade précoce. Mais alors après, la question qui se posait, c'était plutôt l'intérêt de l'accueil de jour par rapport à l'état de Madame Lepadelec. Les professionnels savent bien que plus tôt ils peuvent intervenir auprès d'une personne, ils vont pouvoir avoir une action en termes de réduction des troubles, en particulier du comportement ou de la désorientation. Mais dans le cas de Mme Lepadelec, c'était davantage par rapport à l'angoisse. Elle pleurait beaucoup en arrivant à l'accueil de jour, et après quelques semaines, ils ont observé que son état s'améliorait. Ils l'ont vu retrouver le sourire et même parfois chanter, participer aux activités même dansantes. Donc le personnel savait que l'action qu'ils allaient pouvoir avoir en termes de réhabilitation était assez limitée. Néanmoins, il y a le projet d'améliorer la qualité de vie des personnes. Et en fait, l'abandon, entre guillemets, de l'aspect thérapeutique fait apparaître plutôt une action qui se justifie par rapport à quelque chose qui serait de l'ordre de lui faire passer un bon moment. Et ça, c'est déjà pas si simple que ça. Alors, je vous parlais de l'effet que la prise en charge des malades jeunes pouvait avoir sur la posture des professionnels, comment ça allait pouvoir réinterroger un petit peu leur positionnement. Dans le cas de Madame Lepadelec, ce qu'on voit apparaître, c'est la présence très forte de son conjoint. Alors, en fait, c'est toute la problématique de la mobilisation de la famille. Par rapport à une représentation des malades jeunes, on aurait pu penser que, ça a été évoqué, le phénomène du miroir ou d'identification des professionnels par rapport aux malades jeunes, dont on supposerait donc qu'il y ait une manifestation d'empathie ou de compassion peut-être plus forte des professionnels à l'égard des personnes qui aident les malades. Moi, je ne prends pas du tout cette approche psychologique, mais je vois plutôt que dans le cas de Madame Lepadelec, le mari est très impliqué auprès de sa femme et quelque part, il exprime une attente beaucoup plus forte de collaboration auprès des professionnels. Alors, c'est une attente qui est un petit peu paradoxale parce qu'il a refusé jusqu'à présent la plupart des aides qui lui avaient été proposées. Au moment où débute l'enquête, l'étude de cas, le mari vient d'accepter pour la première fois, depuis presque 6 ans qu'il s'occupe entièrement de son épouse, de la confier un jour par semaine en accueil de jour. Donc c'est pour vous montrer que depuis de nombreuses années, on lui propose des aides, on lui propose des solutions qu'il refuse. Et curieusement, les professionnels ne sont pas du tout dans une démarche d'opposition par rapport à ce refus. Ils ne cherchent pas du tout à convaincre le mari des aides. Et le regard qu'ils portent sur le mari est très respectueux. Contrairement à, et c'est peut-être là où il y a une spécificité, contrairement à un autre cas que j'ai étudié où le malade est également lui aussi à un stade très avancé, sauf qu'il a 80 ans et son épouse également. Et les professionnels portent par rapport à son épouse un regard un peu moins favorable en estimant qu'elle peut nuire parfois à la gestion des troubles de son mari, qu'elle peut même influencer certains états d'agitation. Alors, pourquoi les professionnels n'ont pas le même regard sur le mari de Madame Lepadelec? Je pense qu'ils ont parfaitement saisi son attente, assez paradoxale, d'une coopération ou d'une collaboration. Alors, en intervenant à un moment de la maladie où
pendant presque 5 ans qu'a duré le temps du diagnostic, le mari a consulté régulièrement le neurologue et la médecine, et il a été très peu satisfait du soutien que lui ont apporté ces professionnels, à tel point qu'il a décidé de rompre complètement avec la prise en charge médicale. Et au moment où il fait appel aux professionnels du maintien à domicile, il est dans une démarche où il arrive presque à un état de crise personnelle, puisque c'est lui qui s'occupe entièrement de son épouse et qui répond à la plupart de ses besoins. À savoir, il lui fait la toilette, il fait les courses, il fait l'ensemble des activités de la vie quotidienne dont on peut imaginer, tout seul. Et alors, une fois que l'accueil de jour est mis en place, les professionnels vont lui proposer l'intervention de l'équipe spécialisée Alzheimer qui se met en place à ce moment-là. Alors, là, on découvre un phénomène intéressant, c'est que l'état de la patiente est extrêmement avancé. Donc la réhabilitation, les soins de réhabilitation n'ont pas beaucoup d'enjeux ou d'objectifs en termes cognitifs par rapport à son état. Néanmoins, le phénomène intéressant qui se passe, c'est que le mari se met à parler aux intervenants, aux aides-soignantes qui viennent s'occuper de son épouse. Donc c'est quelqu'un qui s'est tout de suite, qui a pris à bras le corps la maladie de son épouse, avec l'idée qu'il était capable de faire ça tout seul. Et il n'écoute pas du tout ses enfants, et il le dit explicitement, les enfants n'ont pas de conseils à lui donner. Et alors, le phénomène un peu curieux, c'est qu'avec les professionnels, il s'est senti... il y a eu... Alors, je sais que les neurologues parlent de l'alliance thérapeutique entre le praticien et la personne qui accompagne le malade. Et là, moi, je réfléchissais j'essayais de comprendre pourquoi il avait accepté de se confier avec les professionnels. Et je me demande s'il n'y aurait pas quelque chose comme une forme d'entente fictionnelle. Alors, je veux juste préciser ce que j'entends par là, c'est que les professionnels ont parfaitement accepté sa manière de fonctionner et son mode de vie, même s'il paraissait, à tout point de vue, hors norme, entre guillemets. Par exemple, il y a l'ergothérapeute de l'équipe spécialisée qui lui a fait l'échelle du fardeau et qui a trouvé le seuil maximum. Alors, en espérant qu'en lui montrant qu'il était complètement épuisé, ça allait avoir l'effet de le faire accepter des aides. Ça n'a pas eu du tout l'effet escompté, puisqu'il a continué encore et encore à assumer tout seul l'ensemble des besoins de sa femme. Je vous ai dit, c'est un homme qui est qui paraît extrêmement résistant et solide. Mais quelque part, les professionnels sont rentrés dans sa fiction. Ce que j'appelle dans sa fiction, c'est le domicile lui a permis, il s'est construit avec cette idée qu'il allait aller jusqu'au bout, sans forcément mettre des mots sur ce que ça signifiait aller jusqu'au bout avec son épouse. Alors, dernier point que je voulais souligner, ça a été très bien dit par Madame Vandel, je crois, sur les notions qui sont utilisées par les professionnels pour comprendre ces situations-là, en particulier les notions d'aidant, de répit ou de fardeau. Ces notions sont largement réinterrogées par rapport à ces cas, à ces expériences-là. Depuis le début de ma présentation, j'ai exprès fait attention de ne pas utiliser le mot aidant, parce qu'en fait, les professionnels se sont rendus compte que le mari ne pouvait pas être considéré comme un aidant. Lui, ce qu'il faisait, c'était tout ce qu'il faisait auprès de son épouse pour être le mari, peut-être le mari idéal qu'il voulait être pour elle, mais en tout cas un mari ordinaire qui fait son devoir auprès de son épouse. Et à chaque fois qu'on le considère comme un aidant, en prenant ses besoins comme un aidant, il refuse systématiquement ce qu'on peut lui proposer. Alors pareil pour la notion de répit, d'un côté il accepte qu'il est dans un état où il est au bord de la crise, mais d'autre côté il continue à avoir envie d'être avec sa femme. Donc il ne s'autorise pas du tout à prendre un temps à côté ou pour lui. Et idem pour la notion de fardeau, il accepte l'idée qu'il a une fatigue nerveuse, un état de fatigue physique qu'il arrive à gérer. Néanmoins, ce qu'il comprend, c'est plutôt qu'il est arrivé à un état de fragilité. Et c'est ça qu'il découvre aujourd'hui dans son expérience. Alors, juste pour terminer, ce que cette étude de cas nous amène, en tout cas m'amène à réfléchir, c'est l'idée que cet homme-là, le maintien à domicile, pour cet homme-là, a été une expérience imprévue, imprévisible, et surtout qu'il l'a amené à changer. Et en fait, aujourd'hui, je crois qu'il ne voit plus du tout la vie de la même façon qu'il la concevait auparavant. Il est notamment devenu très attentif et sensible à tout un tas de petites choses, notamment l'importance de parler, d'exprimer ce qu'il ressent ou d'échanger avec des gens proches,
alors qu'avant c'était un homme qui avait ses propres activités, qui n'avait pas ce besoin-là. Et quelque part, c'est une manière sans doute de revaloriser l'expérience de ces personnes qui accompagnent au quotidien les malades. Mais ça nous interroge aussi peut-être sur l'idée que l'accompagnement ne doit pas être pensé uniquement comme un combat ou comme une lutte contre la maladie, mais qu'il y a aussi un mode de vie qui s'invente et qui est porteur d'apprentissage, de découverte sur un état, une condition humaine. Je vous remercie.